Bon, bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, merci, merci à tous d'être présents. On est assez nombreux. Donc, je vous remercie évidemment d'être présents à cette deuxième conférence anniversaire des Deux Rives. Les Deux Rives ont 2 ans et je vais vous donner un scoop. Je ne suis absolument pas crédible. Je n'ai absolument aucune parole. Voilà, c'était le scoop à retenir. Pourquoi? Eh bien, parce que pour ceux qui nous sont extrêmement fidèles et qui étaient là à la soirée de lancement il y a 2 ans du site lesdeuxrives.info, je m'étais engagé au premier anniversaire à faire une réunion présentielle dans une salle pour qu'on puisse se donner des claques dans le dos, se toucher, trinquer, avoir un peu d'humanité. Je m'engage d'ores et déjà à ce que dans 1 an, jour pour jour, pour le premier anniversaire des Deux Rives, nous allons faire ça dans une salle. La situation sanitaire ne nous avait pas permis. Alors, l'année dernière, au premier anniversaire des Deux Rives, je m'étais engagé sur parole à ce que pour le deuxième anniversaire des Deux Rives, nous fassions ça dans une salle, pour qu'on puisse boire un coup, couper le gâteau ensemble. Et je m'engage, cette fois-ci, à ce que l'année prochaine, nous faisions les 2 ans des Deux Rives dans une salle. J'ai encore menti, me trouvant en ce moment même au Pérou, je ne peux pas, ou alors j'aurais pu faire quelque chose ici en louant une salle à Lima, mais j'aurais été bien seul. Vous nous aurez évidemment manqué, puisque évidemment, les Deux Rives, c'est une communauté de passionnés de l'Amérique latine, de communauté francophone de passionnés de l'Amérique latine, et c'est une communauté qui ne peut vivre que grâce à vous, grâce aux contributeurs qui ont permis depuis 2 ans la publication de 600 articles sur l'Amérique latine en français, 150 articles d'opinion sur l'Amérique latine et puis plus de 100 vidéos, des reportages, des analyses, notamment des reportages in situ sur le terrain en Amérique latine afin de vous offrir un autre point de vue, un autre son de cloche depuis les luttes populaires, une vision que l'on ne trouve pas dans les médias puisque, comme j'aime à vous le redire, les Deux Rives, ce n'est pas une religion, vous n'avez pas à nous croire sur parole, surtout moi d'ailleurs, puisque vous avez vu, je ne suis pas crédible, je n'ai pas de parole, puisque encore une fois, nous faisons ça nous faisons cette conférence anniversaire via Zoom, mais les Deux Rives, c'est un autre point de vue, donc un autre point de vue que vous devez lire, utiliser et comparer avec le point de vue des médias dominants pour vous forger votre propre opinion. C'est ça qui est très important. Et donc, merci à vous de ne pas laisser mourir, de ne pas laisser s'éteindre cette voix discordante que représentent les Deux Rives. Alors, j'en profite pour évidemment remercier tous nos contributeurs. Ils sont nombreux, ils font vivre les deux Rives de manière matérielle. Et particulièrement, je voudrais remercier aussi dans cette liste de contributeurs, je voudrais remercier Jacqueline de Meudon, Michel de Poncirque, Ronan de Cannes, Christine de Suisse, Jean de Bourges, Bernard de Marseille, Gwenola de Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Jacques-de-la-Lande à côté de Rennes, Louis de Paris, Paris à côté de Saint-Denis, Gérald de Bourges, Centre-France, cœur du monde, bravo, Bourges. Meriem de Bagnolet, Meriem, gros bisous, un petit bisou au petit aussi. Michel Roscanvel, Gabriel de Saint-Félix-de-Valois à Québec, nos cousins canadiens qui nous écoutent, bien entendu, qui sont très assidus sur les Deux Rives. Bernard de Drancy, Gérard de Lagne, Yvan de Chevrières, Michel du Chili. Et oui, il y a aussi des Français expatriés en Amérique du Sud qui participent aux Deux Rives et qui nous écoutent. Michel, merci. Merci pour vos contributions. Guy de Paris, Daniel de Vierge, tout comme moi. Et bien sûr, Florian de Suisse, que l'on remercie. Bon, on remercie tous ces gens et tous ceux, évidemment, que je n'ai pas nommés aussi, mais nos pensées vont vers eux qui font vivre les Deux Rives. Je remercie aussi les intervenants de ce soir, donc Maurice Lemoine, Maëlys Kider et Marco Teruggi, 3 journalistes, la crème de la crème, les enfants, hein.
du très très haut sur les deux rives, du très très haut. Bon, vous êtes habitués, c'est généralement des castings de très grande qualité sur les deux rives. Et là, on les a. Donc, n'hésitez pas après leurs explications à leur poser des questions. C'est un privilège, c'est rien que pour vous, pour les followers et les contributeurs des deux rives. Voilà, je voulais aussi vous dire que les deux rives profitent de leur anniversaire, leurs 2 ans, pour faire peau neuve. Nous avons un nouveau site, alors ça reste la même adresse web. Quelle est cette adresse? Elle est marquée là, www.lesdeuxrives.info, et on a un peu remanié plusieurs fonctions de ce site. Il est plus didactique. Vous allez voir, il y a des fonctions qui n'étaient pas là avant. Alors, évidemment, je lance aussi un appel. De toute façon, ils recevront un mail personnalisé. Mais en tout cas, tous nos contributeurs mensuels, nous vous avons déconnecté, puisque nous sommes passés d'un système d'exploitation à un autre, donc un processeur de paiement à un autre. Donc, nous avons déconnecté vos paiements mensuels hier, donc hier, vendredi 1er juillet 2022, et nous vous invitons d'ores et déjà à à vous réinscrire, à vous réabonner et à refaire votre contribution mensuelle à travers de notre nouveau processeur de paiement qui est bien entendu un processeur de paiement sécurisé. Voilà. Et puis, tous ceux qui sont là, qui nous écoutent, qui nous écouteront sur la rediffusion via YouTube, la chaîne YouTube, via les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas contributeur mensuel, écoutez, nous vous invitons à l'être pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de donner 100 € par mois. Encore que, si vous voulez faire une contribution de 100 € par mois, ce n'est pas interdit non plus. Mais ce sont les petits rus qui font les grands fleuves et qui font monter le cours des océans. Donc, nous vous invitons, y compris, à faire des contributions de 2 €, de 5 € par mois, dans la mesure de vos moyens, pour faire vivre ce site, puisque nous allons développer sur l'année qui vient des reportages in situ, des reportages sur le terrain avec des amis journalistes francophones qui s'y prêteront ou des analyses. Et puis, ces gens, il faut quand même leur donner quelque chose. Il faut quand même les payer pour leur travail. Donc, ça, c'est l'objectif 2022-2023 pour les deux rives. Et évidemment, cet objectif ne fonctionnera que grâce à vous. Alors, ceci étant dit, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la nouvelle donne en Amérique latine. Alors, évidemment, c'est l'anniversaire des deux rives qui nous réunit, mais on prend ce prétexte-là pour faire une petite conférence, Nouvelle donne en Amérique latine. Alors, pourquoi Nouvelle donne? Eh bien, parce que depuis quelques années, on voit un retour des options progressistes au pouvoir en Amérique latine après une vague néolibérale dans les années 2015-2020. Nous voyons revenir au pouvoir des options progressistes, alors certes éloignées du socialisme révolutionnaire du début des années 2000, mais tout de même faisant partie de cette grande famille progressiste des sociaux-démocrates au socialisme révolutionnaire, qui ont une vision aussi d'intégration latino-américaine. Nous avons pu voir ainsi comment au Honduras, Xiomara Castro est revenue au pouvoir, donc la femme de Mel Zelaya qui avait été écartée du pouvoir par un coup d'État en 2009. Nous en rappelons, Xiomara Castro est au pouvoir au Honduras. Évidemment, le président mexicain López Obrador au Mexique. Nous avons aussi vu la victoire de Pedro Castillo au Pérou, la victoire de Gabriel Boric au Chili, Alberto Fernandez en Argentine, et puis, je crois que c'est très important de le nommer, alors Luis Arce aussi en Bolivie, et Gustavo Petro, il y a quelques jours, donc, a mis la Colombie sur les rails d'une option progressiste, ce qui n'était jamais arrivé en 200 ans, c'est-à-dire depuis l'indépendance du pays. Et puis, nous avons évidemment les locomotives du changement, si je pourrais m'exprimer ainsi. Cuba, évidemment,
le Venezuela, le Nicaragua, et encore que quand on dit nouvelle donne, alors ça, on va dire que c'est la vieille, les vieilles options révolutionnaires, mais il n'empêche qu'il y a aussi du changement dans ces pays. Nous avons pu voir comment, à la chaleur de l'opération militaire spéciale des Russes en Ukraine, eh bien, le Venezuela revient en odeur de sainteté, notamment pour son pétrole. Nous avons pu voir comment ces derniers jours, les États-Unis négocient avec le Venezuela dans l'aspect énergétique. Nous avons vu aussi d'ailleurs comment le représentant des États-Unis avait utilisé la résidence de l'ambassadeur de France pour se réunir avec toute l'opposition. Donc là, on voit que le passage de l'ambassadeur de France est un peu l'opérateur politique de l'opposition au Venezuela. Donc, il y a des choses qui bougent, des lignes qui bougent au Venezuela, à Cuba aussi. Je ne dirai rien car Maïlis, dans 30 secondes, va nous faire un exposé justement sur ce qui bouge à Cuba, la nouvelle donne à Cuba. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et voilà, donc là, un continent encore une fois en ébullition, dans une situation géopolitique qui est particulière et qui favorise l'émergence d'un nouveau monde multipolaire. Nous allons voir, nous allons parler de tout ça. Alors pour parler de ça, donc comme je l'ai dit, nous sommes avec Maïlis Quider, donc journaliste, auteur du livre Les médecins cubains, une armée de la paix, que je vous recommande vivement. Maïlis donc se spécialise sur Cuba. Elle va nous parler de la nouvelle donne à Cuba. Puis nous sommes aussi avec Marco Teruggi. Marco Teruggi, journaliste, auteur lui aussi de plusieurs ouvrages en espagnol. Marco Teruggi est un journaliste très spécialiste de l'Amérique latine. Il est actuellement en Équateur pour couvrir les grandes manifestations et ce qui s'est passé, la confrontation entre le pouvoir néolibéral et le mouvement social. Marco écrit dans plusieurs journaux internationaux. Il nous parlera lui aussi de l'évolution de la politique en Amérique latine. Et puis, nous terminerons par Maurice Lemoine. Maurice Lemoine, que l'on ne présente plus, mais je vais le faire quand même. Maurice Lemoine, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, spécialiste de l'Amérique latine depuis quelques années, pour ne pas dire combien, mais suffisamment pour que son travail soit reconnu par tout le monde et admiré par tout le monde. Voilà, évidemment, comme je vous le disais en introduction, nous sommes bien accompagnés et nous allons donc commencer par Maïlis. Maïlis, la parole est à toi. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci Romain pour l'invitation et joyeux anniversaire aux deux rives. Alors, je suis là pour vous parler de la nouvelle donne à Cuba. Pourquoi la nouvelle donne à Cuba? En réfléchissant à ce sujet, quand on en a discuté, Romain, j'ai eu cette réflexion, la réflexion suivante. Quand on parle de Cuba, on a souvent des retours de personnes qui disent que ça serait un pays assez statique, un pays figé, presque bloqué dans le passé, alors qu'en réalité, c'est un pays, quand on s'y intéresse réellement et puis d'assez près, on voit que Cuba est un pays qui avance sur de nombreux thèmes, qui fait passer énormément de réformes qui sont très complexes, qui sont souvent présentées malheureusement dans la presse française de façon assez simpliste, alors que ce sont des réformes qui sont à critiquer dans leur ensemble et dans leurs aspects les plus variés. C'est les réformes auxquelles je pense, bien sûr, c'est la Constitution de 2019, pour commencer. Donc, cette Constitution qui a soulevé énormément de débats à Cuba, qui a réveillé une pratique qui a cours à Cuba, qui est celle des débats nationaux. Donc, la population est invitée parfois, et ça a été le cas en l'occurrence en 2019, invitée à débattre dans les comités de défense de la Révolution, les CDR. Et donc, c'est vraiment toute la population qui se réunit dans des salles et puis qui
donne son avis sur les textes, sur les lois à venir et sur la Constitution. Ça a été le cas. Ça dure en général un mois ou deux. Et puis, c'est après ces débats que la Constitution en 2019 a été votée et adoptée. Cette Constitution, elle a reconnu l'économie de marché à Cuba, Cuba qui a besoin de faire entrer des devises et puis des investissements. Elle a reconnu aussi la propriété privée, elle a réaffirmé le caractère socialiste de la révolution et puis le rôle du Parti communiste aussi. Donc on voit bien qu'il y a à boire et à manger dans cette nouvelle constitution, à la fois le fait de réasseoir un peu les acquis de la révolution et puis en même temps de moderniser et à sa façon l'économie cubaine. Après cette constitution, le pays est loin d'avoir cessé les réformes, puisque en fin d'année 2021, il y a eu des discussions et puis des réformes sur le Code des familles. Le Code des familles qui, pareil, a soulevé énormément de débats, qui a réuni la population pour discuter alors, ça allait du mariage pour tous à la violence domestique, au féminicide, en passant par le statut des handicapés. Vraiment, c'est un texte qui fait plus de 500 pages. Donc, ça a vraiment vocation à dépoussiérer un petit peu l'ancien code qui, c'est vrai, ne prenait pas en compte les mouvements féministes, les mouvements LGBT aussi, qui sont gérés à Cuba par Mariela Castro, qui est la fille de Raúl Castro. Voilà, donc cette réforme du Code des familles, ça a été vraiment une sorte de grand-messe, une fois de plus, pour les Cubains qui se sont réunis pour dire avec quoi ils étaient d'accord, avec quoi ils ne l'étaient pas, et puis pour faire des propositions aussi. Après le Code des familles, Cuba a lancé une réforme du Code pénal. C'est une réforme qui vraiment vise encore une fois, à dépoussiérer le Code pénal qui date d'il y a plus de 40 ans. Pourquoi une réforme du Code pénal en particulier et maintenant? Pour plusieurs raisons, parce que Cuba a quand même instauré la 3G il y a quelques années et c'est vrai qu'il y avait un vide juridique immense autour d'Internet, c'est-à-dire tout ce qui était haine en ligne, fausses nouvelles, tout ça, ça n'était régi par aucune règle. Et donc, c'est vraiment un des points majeurs de cette réforme pénale. Il y a aussi une réforme qui soulève plus d'inquiétude pour le coup. C'est voilà, c'est un texte de loi donc, dans cette réforme pénale qui interdit et pénalise le financement de médias d'initiatives cubaines par des institutions ou des États étrangers. Pourquoi? Parce que l'État cubain craint beaucoup le financement des États-Unis, qui investit des millions, des dizaines, voire des centaines de millions de dollars à travers le département d'État pour mener des campagnes de propagande et puis mettre à mal un petit peu l'image sur la scène internationale de Cuba, que ça concerne les médecins cubains ou bien la situation sociale, les problèmes qui sont liés à l'embargo. Voilà, vraiment, les États-Unis investissent énormément, donnent beaucoup d'argent à des médias qui sont dits indépendants, qui sont appelés indépendants par les États-Unis, euh, mais qui en réalité sont financés en partie par le département d'État ou bien par des ONG qui sont, elles, financées par l'État américain. Donc, c'est vrai que Cuba a pris à bras le corps cette question et a décidé de punir le financement étranger de médias. Parce que l'État, il voit tout simplement une propagande des États-Unis qui, évidemment, essaye de rentrer à Cuba d'une façon ou d'une autre, à travers l'embargo, en étouffant l'économie. Bref, on reparlera de l'embargo un petit peu plus tard, peut-être. Et puis, cette réforme pénale, moi, j'ai parlé avec des Cubains de cette réforme en préparant cette discussion. Et puis, ce qui ressort de ces conversations avec des Cubains, c'est qu'ils pensent pour beaucoup que la réforme est nécessaire.
Il faut des réformes, il faut qu'Internet entre à un moment ou à un autre dans le code pénal, il faut que cette propagande américaine soit encadrée aussi par des lois. Et en même temps, ils craignent que ça soit utilisé de façon abusive, comme ça pourrait tout à fait l'être, puisque Cuba, rappelons-le, a connu des manifestations d'ampleur, très importantes, le 11 juillet 2021, avec la population qui n'avait pas manifesté en si grand nombre depuis à peu près 27 ans. Les gens sont sortis pour exprimer une sorte de ras-le-bol quant à la situation surtout matérielle, puisque les Cubains doivent faire la queue de nombreuses heures pour acheter à manger. Il y a un manque cruel de médicaments sur le territoire. Donc, ça devient très difficile de se soigner et puis de se nourrir facilement et rapidement. Donc, il y a une gronde sociale. Et puis, il faut rappeler que l'embargo ne permet pas à Cuba de faire entrer des denrées alimentaires, ni des médicaments, ni des machines. Euh, c'est vrai que les États-Unis encouragent cette situation sociale catastrophique pour faire en sorte qu'il y ait un changement de gouvernement. Pour rappeler un petit peu les conséquences de l'embargo à Cuba, il faut rappeler que Donald Trump, a fait interdire Western Union à Cuba, donc a fait interdire l'envoi de dollars et d'argent de familles cubaines qui sont à l'extérieur aux membres de leur famille qui sont à Cuba. Ça a créé une diminution drastique des entrées d'argent à Cuba, puisque c'est une des sources principales de revenus de l'île. Donald Trump a vraiment durci l'embargo. Il a fait en sorte qu'il soit appliqué et que personne ne puisse lever le petit doigt, en gros, et donc faire entrer du pétrole, de la nourriture, ni rien. Ça a pour conséquence de ne pas pouvoir faire entrer de pétrole, par exemple, de ne pas pouvoir faire fonctionner comme il se doit les voitures, mais aussi l'électricité, puisque Cuba est assez dépendante au niveau énergétique du pétrole. Donc voilà, une situation très compliquée. La fermeture des frontières en 2020 à cause du Covid a fait que les revenus liés au tourisme aussi ont diminué drastiquement. Et tout ça, voilà, la pandémie, évidemment, a saturé le système de santé. Enfin bon, tout ça a fait que Cuba a pris un coup assez terrible et qu'aujourd'hui, elle essaie de se relever tout en modernisant un petit peu son cadre légal et son cadre judiciaire. Voilà un petit peu sur le plan intérieur ce qui se passe. Et puis, sur le plan extérieur, il y a, on peut dire, une nouvelle donne pour Cuba qui est directement liée au fait que les gouvernements, comme tu disais, Romain, de gauche, des gouvernements progressistes arrivent et reviennent au pouvoir. Cuba a été isolé, très isolé ces dernières années avec la montée en puissance de Bolsonaro au Brésil, avec le coup d'État en Bolivie l'année suivante en 2019, le coup d'État par la droite et par des évangéliques, voilà, avec la droite au pouvoir de Piñera au Chili. Voilà, tous ces gouvernements ont cessé certaines relations et une certaine coopération qu'ils avaient avec Cuba. Par exemple, la Bolivie d'Agnès et le Brésil de Bolsonaro ont renvoyé des médecins cubains en masse, médecins cubains qui opéraient quand même sur des terrains qui manquent cruellement de soignants, des zones très pauvres, avec très très peu de médecins, avec des conditions sanitaires très compliquées, ou parfois opérer seuls des médecins cubains. Donc voilà, on voit bien un petit peu les conséquences que ça a pu avoir, non seulement pour Cuba, qui en récupérant ses médecins a perdu de l'argent, mais en plus pour les populations locales dans les pays qui ont perdu ces médecins cubains. Arrive le retour de la gauche, donc en Argentine avec Alberto Fernandez, au Chili avec Boric, mais aussi en Bolivie avec Luis Arce. Et puis ces gouvernements expriment très rapidement, d'ailleurs après leur prise de pouvoir, une volonté de renouer des relations diplomatiques, des relations économiques dans la mesure du possible avec l'embargo avec Cuba.
Par exemple, Luis Arce dit immédiatement, quand il arrive au pouvoir, je vais refaire venir des médecins cubains sur le sol bolivien. Pareil pour Fernandez en Argentine. Vraiment, on voit qu'il y a une volonté d'aider en partie Cuba parce qu'il y a eu une fuite d'argent terrible et puis en même temps d'apaiser un petit peu et puis de normaliser la place de Cuba en Amérique latine. Cuba qui est complètement diabolisé par les États-Unis, par l'Organisation des États américains. Les États-Unis qui ne digèrent toujours pas le fait que Cuba ait acquis une certaine souveraineté et qui n'acceptent pas, qui d'ailleurs ont affirmé qu'ils n'accepteraient pas que Cuba soit dans une situation politique sereine, si je puis dire, tant que le gouvernement communiste sera en place. Une illustration de cette chape de plomb que font peser les États-Unis sur Cuba, c'est le sommet des Amériques qui a eu lieu début juin. Sommet des Amériques, les États-Unis invitent à Los Angeles les pays d'Amérique. Cuba, le Venezuela et le Nicaragua sont exclus de cette rencontre, qui d'autant plus se passait aux États-Unis, donc c'est absolument impossible pour eux de s'y rendre. Il se trouve que le Mexique de Obrador dit nous n'acceptons pas ce boycott, donc nous ne viendrons pas, en tout cas je ne viendrai pas. Il envoie son ministre des Affaires étrangères. Donc c'est quand même voilà, le Mexique a quand même défié les États-Unis en faisant ça, sachant qu'un des gros sujets de cette rencontre était l'immigration surtout du Mexique aux États-Unis. Donc c'est vrai que ne pas avoir le président mexicain, ça a été assez compliqué à gérer pour les États-Unis. Bon, finalement, des accords ont été passés, certes, mais c'est vrai que voilà, les gouvernements qui étaient là au sommet ont bien fait comprendre que pour eux, c'était une anomalie que Cuba, le Venezuela et le Nicaragua ne soient pas là, exclus de façon totalement arbitraire par les États-Unis. Il te reste une petite minute pour conclure. Parfait, parfait, parfait. Alors, ce qu'on peut dire, c'est bien sûr qu'il y a une nouvelle donne dans les relations de Cuba avec l'Amérique latine, mais absolument pas avec les États-Unis, puisque Joe Biden n'a pas du tout levé ou assoupli, allégé l'embargo et les mesures qui avaient été prises par Donald Trump. Donc l'embargo reste bien en place, bien ancré, avec des conséquences très graves pour le peuple cubain. Malgré ça, il y a des tentatives d'avancée de réforme, mais qui sont en partie craintes par les Cubains qui ne savent pas réellement quelles conséquences toutes ces réformes vont avoir pour l'heure. Ça reste à voir. Ok, super, merci beaucoup Maïlis. Donc, je récapitule, Maïlis, journaliste, c'est aussi l'auteur du livre Les médecins cubains, les armées de la paix. Voilà, si le sujet vous intéresse, eh bien, écoutez, vous pouvez trouver ça dans les bonnes librairies, comme on dit, un ouvrage que l'on recommande, bien entendu, aux deux rives. Alors, merci Maëlys. Alors, évidemment, les intervenants, ne vous en allez pas parce que vous êtes sur les deux rives et sur les deux rives, on a habitué nos suiveurs à des intervenants de qualité et ils s'en sont tellement bien habitués qu'ils sont devenus eux aussi des spécialistes et nous avons déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions très pointues des gens qui écoutent en ce moment, qui nous passent les questions sur le chat. Donc, évidemment, c'est les questions dirigées à vous. Donc, on va continuer les interventions et puis on répondra à toutes ces questions par la suite. Moi, en ce qui me concerne, je prends note. Je salue, j'ai vu Carlos de la Révolution citoyenne. Bienvenue, camarade. Et nous allons aller justement en Équateur, nous allons aller rejoindre Marco Terrucci qui se trouve dans ce pays des Amériques, dans cette autre rive qui nous est si chère. Alors,
Marco, je le représente. Marco, journaliste, écrivain, poète aussi. Je vous conseille, évidemment, si vous lisez l'espagnol, de le suivre sur son Twitter, @Marco Teruggi avec 2G, 2G, 2 rives, 2 juillet, bon bref, comprenne qui pourra. Toujours est-il que suivez Marco, c'est d'une grande source d'information sur l'Amérique latine. Et alors, Marco est très connu dans le monde hispanophone. Ce que les gens savent moins dans le monde hispanophone, c'est qu'il fait partie de cette short list de franco-argentins célèbres comme Charles Gardel, par exemple, le musicien, ou encore David Trezeguet ou Gonzalo Higuaín. Nous avons Marco Teruggi. Marco, comment vas-tu? Merci d'être avec nous. Merci d'être sur les deux rives pour notre conférence anniversaire. Comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf le nom d'Higuaín qui en Argentine n'est pas très, très bienvenu. Pour le reste, je suis absolument d'accord. Alors, bon, Gardel aussi serait un autre débat. En tout C'est cas, un autre merci débat beaucoup que nous aurons pour… un jour ou l'autre. Je crois que tu n'es pas encore prêt pour ce débat. Merci beaucoup pour l'invitation. En effet, je suis à Quito depuis quelques jours. Je suis désolé pour mon français, ça fait un petit bout de temps que je ne le parle pas, donc il faut que je reprenne un petit peu Il est très bon, il est très bon. ma gymnastique de parler en français. Ça va faire un an que je parle en français à peu près. Donc, l'idée, selon j'ai compris, c'est de parler un petit peu de comment va le continent en ce moment et de regarder plus en détail quelques processus, en particulier la Colombie, par exemple, ou un petit peu ce qui s'est passé en Équateur. Mais en général, quel est le moment que vit l'Amérique latine, non? Qui est un moment que je pense, en particulier, est très intéressant. On vient de quelques années qui ont été très marquées par ce qui a été, on pourrait dire, une certaine contre-offensive des droites dans les gouvernements, après ce qui a été le début du siècle à gauche, progressiste. Selon chaque pays, ça a eu différentes traductions. Mais en tout cas, on a eu entre le 2000, si on pourrait dire 2015 ou un petit peu avant et le 2019 un moment de très forte montée des droites. Non, je pense que l'année 2019 a été une année particulièrement importante. Ça a été l'année du coup d'État en Bolivie, par exemple. Et depuis 2018-2019, on est dans un moment où il y a une certaine récupération de gouvernements, soit de gauche, soit progressistes. Et je pense qu'il y a justement un débat par rapport à ça, non? Par rapport à comment on peut délimiter un petit peu plus précisément comment sont ces gouvernements. En tout cas, si on prend un plan de l'Amérique latine, on va voir la plupart des pays maintenant qui sont en termes généraux sous une couleur rouge ou rose, ou chacun préfère la tonalité. Mais en tout cas, on n'est plus dans un moment comme les années précédentes. Ça, je pense que c'est la première image, non, quand on voit justement ce plan. Et je pense que justement, après l'élection de la Colombie, le 19 juin, c'est l'image qui a le plus circulé. D'ailleurs, Rafael Correa, qui est en exil en Belgique, je pense, a mis justement le plan de l'Amérique latine en disant ici, il manque l'Équateur. Parce que tout ce qui est le Pacifique, la Colombie, le Pacifique de l'Amérique du Sud, le Pérou et le Chili ont depuis quelques mois, l'année dernière, dans le cadre du Pérou, des gouvernements de gauche, chose qui était assez difficile à envisager il y a quelques années, non? C'était un peu les principaux bastions des processus néolibéraux, un peu comme les pays modèles du néolibéralisme. Pour la droite en Amérique latine, généralement, parler du Chili, c'était comme parler de comment la droite était capable d'administrer de façon positive un système libéral avec une alternance de partis. C'était un peu comme l'élève modèle, jusqu'en 2019 où tout ça, évidemment, a éclaté à partir d'un énorme processus de mobilisation qui a eu comme résultat l'élection de 2021 avec la victoire de Boric et ce qui va être la votation le 4 septembre pour savoir si oui ou non il y aura une majorité pour approuver la nouvelle constitution. C'est un processus long où il n'y a pas seulement la question de l'élection présidentielle, mais en général un processus de refondation, on pourrait dire, non? Par rapport à la Constitution, qui dans le cas du Chili est particulièrement important, étant donné que c'est la Constitution qui avait été écrite sous la dictature de Pinochet.
Donc, c'est un peu comme pouvoir passer la page de ce qu'a été l'histoire et sa marque dans le présent de la dictature. Donc, on est dans un nouveau moment et je pense qu'il y a comme deux grands débats. Non, il y a un débat qui est peut-être plus facile parce qu'on voit les résultats, qui est comment faire pour gagner à la droite, quel type de coalition, quel type de programme, quel type de discours. Je pense que à ce niveau-là, je pense que c'est là où il y a le plus de réponses. Et c'est les réponses qu'on voit par rapport aux résultats électoraux. Mais après, il y a une autre grande question, c'est que faire une fois qu'on arrive au gouvernement? En partant de certaines idées générales, comme par exemple qu'arriver au pouvoir de la présidence n'est pas arriver au pouvoir. Pour le dire d'une autre façon, le pouvoir est beaucoup plus grand et beaucoup plus complexe que la présidence. Et je pense que c'est un peu comme une des lections les plus claires, non, qu'on a connues en Amérique latine. Je pense qu'il y avait faut penser que dans le continent, avant l'année 99 où a commencé à gouverner Chavez, si on regarde un peu en arrière, il n'y a pas beaucoup d'expériences de gauche qui avaient été au pouvoir. Non, donc, il y a toute une certaine quantité de conclusions qui ont été faites à partir des premières expériences de gauche dans les gouvernements. Et une de ces conclusions, c'est arriver au pouvoir politique. Ça ne veut pas dire arriver en général au pouvoir, où ça a été commencé à découvrir quels sont les autres pouvoirs qui effectivement euh, empêchent des transformations. Je pense au pouvoir des grands médias, je pense au pouvoir de la justice, par exemple, ou aux grands groupes économiques. Non, donc, la question numéro une, c'est comment arriver à gagner les élections en partant du principe que aujourd'hui, tous les processus pour accéder au pouvoir politique sont à travers les élections. Deux, comment on change la réalité. Et je pense que sur le deuxième point, c'est là où justement, en ce moment, il y a le plus de questions que de réponses. Ce qui veut dire comment changer la réalité, qu'effectivement, il faut confronter avec un certain nombre de pouvoirs qui sont habitués à gouverner le pays d'une façon des fois très conservatrice. Non, quand on pense à la Colombie, je pense justement que c'était extrêmement difficile de gagner. C'est le premier gouvernement de progressiste qui va être au pouvoir en Colombie. Maintenant, ça va être encore plus difficile de transformer la réalité colombienne. C'est-à-dire de pouvoir démocratiser, par exemple, la situation de la terre, c'est-à-dire de transformer un modèle néolibéral, et dans le cas de la Colombie, c'est-à-dire comment, un, repenser les relations internationales, surtout par rapport aux États-Unis, deux, comment repenser et comment transformer une réalité d'une violence politique structurelle systématique depuis 70 ans. Il y a eu, il y a quelques jours, un informe, je ne sais pas comment on dit, qui a été fait par la Commission de la vérité, qui a fait comme une espèce de bilan de la violence politique en Colombie de 1958 jusqu'à l'actualité, qui donne un chiffre de 450 000 morts, dont plus de 200 000 ont été entre 1995 et 2004. Mais ce n'est pas quelque chose qui fait partie du passé, c'est quelque chose qui fait partie du présent. C'est un peu comme la grande tragédie de la Colombie. Dans le cas des pays plus au sud, par exemple, quand on parle des processus plus violents, de dictature, des processus qui, dans le cas de l'Argentine, justement, aujourd'hui, est décidé un des principaux condamnés justement pour l'effet de la dictature, c'est quelque chose qui fait partie du passé. Quand on parle de la Colombie, cette violence politique, aujourd'hui, elle fait partie du présent. On voit les massacres, on voit les assassinats de dirigeants sociaux, etc. Donc, comment changer cette réalité? Et donc là, il y a une grande question. Je pense que dans le cas de la Colombie, ce qu'il est en train de faire, c'est essayer de construire. Pour l'instant, il n'a pas encore commencé à gouverner. On va voir ce qui se passe à partir de 7 août. Mais il essaye de construire un scénario d'accord et d'alliance pour avoir une certaine stabilité et consensus pour commencer à entamer un certain nombre de réformes. Là, sur ce scénario, on pourrait se poser deux questions. La première question, c'est si justement le fait de faire certaines alliances va conditionner ce qu'il va faire une fois qu'il va être au gouvernement, ou si cette séquence d'accords qu'il est en train de faire ne va pas tenir la route très longtemps s'il commence à faire les transformations qu'il va faire. Donc, je pense que ça, on va le voir par rapport à quand il commencera à gouverner. C'est un peu la même question qu'il y a au Brésil, disons, où Lula est favori dans la plupart des enquêtes, dans toutes. C'est très probable qu'il gagne au mois d'octobre,
il a fait un peu cette formulation qui a été faite en Argentine, mais ici à l'envers. Lui, il est président, il a mis comme candidat à la vice-présidence un homme qui vient plutôt de la centre-droite, dans cette idée de il faut construire une plateforme politique qui puisse justement incorporer certains acteurs de façon à, un, gagner les élections, deux, avoir un cadre politique de stabilité pour ce qui vient après. La question, c'est que va faire Lula, non? Et je pense que, je ne sais pas si c'est très comme productif de dire ou de comparer ce qui se passe aujourd'hui en disant c'est pas comme ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire de regarder aujourd'hui les absences ou les éléments manquants par rapport à ce qui a été les premiers grands processus. Non, je pense que c'est un autre moment. Je pense qu'il y a comme une deuxième génération avec d'autres types de dirigeants politiques qui ont d'autres caractéristiques. Et je pense que justement, il faut penser aujourd'hui comment transformer cette réalité. Chose qui est particulièrement compliquée parce que, un, il n'y a pas vraiment de réponse par rapport à comment trouver les solutions pour la crise économique. Deux, on a une droite très agressive qui, dans certains pays, joue au-delà des règles démocratiques. Je pense que le cas du Pérou, c'est absolument clair, mais je pense que l'histoire du Brésil récente explique ça aussi. On va voir ce qui se passe en Colombie. Si la droite accepte de jouer dans un système démocratique et d'être une opposition politique où elle va travailler sur d'autres systèmes. Et je pense en ce qui s'est passé en Bolivie en 2019. Non, et donc, il y a certains pays d'Amérique latine où il y a encore un système démocratique qui, avec tous ces problèmes, marche, c'est-à-dire la droite perd et reconnaît. Je pense à ce qui s'est passé en Chili, quand Cast a perdu face à Boric, il a reconnu 2 heures après qu'il avait perdu. J'ai été surpris, et je pense que beaucoup ont été surpris que ça soit passé aussi en Colombie, que 2 heures après la victoire de Petro, le président maintenant sortant Duque ait dit qu'il reconnaissait la victoire. Parce qu'une des hypothèses était justement peut-être pas qu'il ne le reconnaisse pas, mais qu'en tout cas, il dénonce une irrégularité. Mais en tout cas, le continent est, depuis quelques années, dans certains pays, marqué par les éléments de droite qui jouent en dehors des éléments démocratiques. Et finalement, pour finir un peu cette réflexion où il y a beaucoup de choses à la fois, c'est aussi un moment où il y a la possibilité de gagner, mais aussi une très forte possibilité de perdre acte suivant le gouvernement. C'est-à-dire, si au début du siècle, on avait des gouvernements de gauche ou progressistes qui avaient une ou deux réélections, et c'est une certaine stabilité, une certaine hégémonie, qui après a été soit perdue à travers les élections, soit à travers des coups d'État, aujourd'hui, c'est très probable de gagner et de perdre après. Je pense à ce qui se passe en Argentine, où Alberto Fernández a gagné en 2019, et c'est une possibilité qu'il y ait une défaite en 2023. Je pense au Pérou, où il y a eu une victoire en 2021, et depuis ce moment-là, on est en train de voir comment le gouvernement résiste sans beaucoup de programmes politiques, parce que finalement, ce qu'il est en train de faire, c'est essayer de résister. Je pense peut-être en Bolivie, et je pense qu'il faudra voir ce qui se passe en Colombie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile, sauf le Mexique et sauf la Bolivie, qui vient d'un processus plus ancien, de penser ces longs termes de gouvernement. Non, et je pense que c'est la même chose pour la droite. La droite a gagné en Uruguay, et c'est probable qu'elle perde maintenant, quand il y aura des prochaines élections, face au Frente Amplio. Et au Brésil, Bolsonaro il a gagné, et c'est très probable qu'il perde maintenant face à Lula. Non, donc c'est un peu cette idée de possibilités de victoire et de défaite qui sont courtes, ce qui finalement montre une grande instabilité, c'est dire comme ça, c'est pas dans le continent. Bon, à peu près ça comme une certaine idée un peu confuse, mais qui peuvent illustrer un peu quelques débats qu'on est en train d'avoir. Super, super, merci Marco. Ben oui, effectivement, là, tu nous donnes des éléments, du grain à moudre pour notre réflexion, parce que y a des questions dans ce genre. Non, il y a une question qui nous demande, alors on y reviendra, de Étienne, qui nous dit, certes, on parle d'une nouvelle donne progressiste en Amérique latine, mais on voit aussi une espèce d'extrême droite ou de droite radicale populaire aussi, c'est-à-dire qui n'est plus la même qu'il y a quelques années avec Cast, Bolsonaro
Bon, Étienne mentionne Rodolfo Hernandez, mais effectivement, on voit se mettre en place aussi une droite très radicale, très ultralibérale, très discriminatrice, mais qui a des assises populaires qu'il ne faut pas nier. Effectivement, il y a aussi le risque, s'il n'y a pas une pression populaire pour accentuer les changements dans ces gouvernements qui peuvent paraître plus modérés, si on les compare évidemment si on les compare au début, si on les compare à la fin du premier cycle, on va dire, des gouvernements de gauche, parce qu'il faut quand même se rappeler que lorsque Chavez, Morales, voire Correa, etc., arrivent au pouvoir, leurs premières années, elles sont, somme toute, assez modérées. Et c'est finalement sous la pression populaire et sous le couvert d'une intégration régionale qui mettent en route une deuxième vitesse, on va dire. Donc, effectivement, il y a ce risque que si les attentes ne sont pas, il n'y a pas de traduction de ces attentes dans le matériel immédiate, politique, effectivement, que les gens se lassent, se réfugient dans l'abstention ou même passent à droite et donc favorisent le retour d'une option néolibérale dans les pays qui viennent de mettre des options progressistes à leur tête. Merci Marco, c'était super, merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à Maurice Lemoine. Donc Maurice Lemoine, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique. Maurice qui vadrouille en Amérique latine depuis plusieurs années maintenant. Maurice, merci d'être présent, merci d'être avec nous ce soir. Alors, je voudrais juste souligner, donc vous avez compris, moi je n'ai pas de parole, je ne suis pas crédible, j'annonce des choses qui n'ont pas de traduction immédiate d'une année sur l'autre, alors que j'ai eu une année pour me préparer. Et nous allons voir à la différence comment l'ancienne génération que représente Maurice a une parole, comment ces journalistes d'expérience respectent leurs paroles et sont très crédibles. Maurice, donc, comme convenu, tu as 15 minutes pour nous parler de la nouvelle donne en Amérique latine. Voilà, merci d'être là. Je me demandais pourquoi il y avait autant de compliments. C'est parce qu'il faut que je me limite à 15 minutes, hein, c'est ça. Disons, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de questions par la suite et il faudra y répondre. Voilà, alors, bon, un, je vous salue tous. Deux, je suis content de vous voir. Trois, je voudrais saluer Andrés Manuel López Obrador, le président mexicain. Ça tombe bien, il est connecté. Tu peux le saluer, il est connecté. Justement, qui le 21 juin dernier a demandé à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies et à d'autres organismes de libérer Julian Assange et qui a offert l'asile politique à Julian Assange au Mexique, comme l'avait fait le président équatorien Rafael Correa, avant que ce qu'on pourrait appeler le félon Lénine Moreno ne le livre à la police et à la supposée justice britannique. Alors, une fois ça dit, qu'est-ce qu'on peut penser de l'Amérique latine? Écoutez, ça dépend. Ça dépend des jours, ça dépend si on est de bonne humeur ou si on est de mauvaise humeur, ça dépend si on est optimiste ou pessimiste, et ça dépend si on regarde la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Alors c'est évident qu'on a tous un petit peu une nostalgie d'une période dorée du début du siècle, avec des présidents, des figures assez hors du commun, qui ont été les Hugo Chavez, les Fidel Castro, Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega, Lula da Silva, Nestor Kirchner, etc., etc., etc. On a eu depuis effectivement un redressement de ce qu'on va appeler la droite traditionnelle dans la région, qui a été largement dû à l'érosion, ce qu'on appelle l'érosion du pouvoir, c'est-à-dire la fatigue au bout d'un certain temps, qui a été due à un certain nombre d'erreurs. En Argentine, lorsque Macri gagne l'élection, il la gagne démocratiquement parce que la gauche est sans doute fatiguée ou divisée, ou en tout cas pas satisfaisante pour les Équatoriens. Et puis la droite, elle est aussi revenue au pouvoir, il faut le rappeler, grâce à des trahisons. Et là encore, je reviens sur Lénine Moreno en Équateur, qui a pulvérisé ce qui était la révolution citoyenne de Rafael Correa, à des coups de force, comme au Brésil, où Dilma Rousseff a été renversée en 2016, ou à des coups d'État, au Honduras avec Manuel Zelaya et au Paraguay. Alors aujourd'hui,
On a évidemment ce qu'on va appeler le bloc dur, mais moi que j'appellerais plutôt les résistants. Hein, c'est-à-dire c'est Cuba, c'est le Nicaragua, c'est le Venezuela, qui sont de fait victimes d'une agression, hein, et d'une agression caractérisée à travers ce qu'on appelle généralement les sanctions, qui sont en termes plus politiques, les mesures coercitives unilatérales. Donc on n'a pas le temps de s'étendre, mais évidemment ces pays souffrent du fait de ces sanctions. Il ne faut pas oublier quand même que depuis les 2 dernières décennies, là, il y a d'importantes initiatives qui sont prises par les mouvements populaires et qui, eux, sont toujours là. Les mouvements populaires sont toujours là, avec des hauts, avec des bas, mais qui résistent aux incongruités politiques dans leur pays. On le voit en particulier en ce moment en Équateur, avec une révolte sociale qui, pour le moment, vient de se terminer, peut-être provisoirement, par un accord pour négocier avec le gouvernement néolibéral de Guillermo Lasso. Et puis, effectivement, on a vu arriver un certain nombre de gouvernements. Alors, on ne sait pas comment les appeler. Hein. On hésite tous entre eux, de gauche, progressistes, parce que tout simplement, effectivement, autant on peut dire que le Mexique a globalement une politique de gauche, l'Argentine, finalement, on ne sait pas trop. D'ailleurs, on sait qu'il y a d'importantes divisions en Argentine au sein même de ce qu'on considère comme la gauche argentine, qui est le péronisme. Si on prend le cas du Chili, Gabriel Boric a eu le mérite de battre l'extrême droite de caste, mais en même temps, Boric, pour le moment, quand on voit certaines de ses déclarations, en particulier en termes de politique internationale, il penche moins du côté de Salvador Allende que du côté de Dani Cohn-Bendit, hein, puisque c'est un ancien dirigeant étudiant. On a le cas du Pérou qui est en difficulté énorme, et donc, y compris, on ne sait plus maintenant trop si ce malheureux Castillo, il faut le défendre ou l'accabler. Et effectivement, avec la dernière élection là, en Colombie, on a une évolution, alors là, pour le coup, qui est capitale, dans la mesure où là, en Colombie, on ne parle pas de passer de la droite à la gauche, on parle de passer d'un pays soumis à la barbarie à tout simplement une transition vers la civilisation, vers la démocratie. Hein. On le voit avec ce qui se passe actuellement en Colombie, c'est qu'effectivement, il ne s'agit pas pour Gustavo Petro de mener une politique de gauche. On est dans une transition et on le voit déjà à travers les premières nominations qu'il vient de faire, puisque son ministre de l'économie s'appelle José Antonio, on affiche là pour le coup, José Antonio Ocampo, qui a déjà été ministre de l'économie sous le gouvernement d'Ernesto Samper, qui est un homme de droite, qui a été ministre de l'Agriculture sous le gouvernement de César Gaviria, qui est un néolibéral pur et dur, mais qui aujourd'hui est membre d'une commission dont je ne vous donne pas le nom parce qu'elle est à rallonge, on n'en finirait pas, avec Joseph Stiglitz et Thomas Piketty. C'est-à-dire que là, on a une alliance avec, on va dire, un centre-droit. Le futur président du Sénat en Colombie s'appelle Roy Barrera. Il a été proche d'Uribe et de Santos. Il a été représentant d'un parti de droite, Cambio Radical. Il s'est rallié ensuite à Juan Manuel Santos. Alors là où il a infléchi sa vision politique, c'est qu'il s'est quand même beaucoup battu pour les accords de paix, et puis qu'il n'y a pas si longtemps que ça qu'il a rejoint le pacte historique. Mais ça veut dire qu'effectivement, pour que Gustavo Petro puisse gouverner, il faut qu'il élargisse sa base. Hein, c'est-à-dire que ça peut, et ça, par définition, ça va décevoir ceux qui rêvent d'une politique de gauche, mais il n'a pas le choix. En particulier dans le cas de la Colombie. Et on le voit également au Brésil, où aujourd'hui, peut-être une évolution récente, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est plus pour la gauche de battre la droite, c'est de battre une droite extrême, une extrême droite. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, pour être sûr de battre Bolsonaro, on voit Lula de la même manière, ça a été dit, je crois que c'est par Marco, passer une alliance avec un type qui vient de la droite, hein, qui est Gérardo Atmin, qui, y compris, a participé au renversement de Dilma Rousseff. C'est-à-dire qu'en réalité, il s'agit de revenir à des pratiques moins ultralibérales et non pas forcément à des politiques de gauche. Alors, néanmoins, s'il y a aujourd'hui une entité qui se trouve en difficulté en Amérique latine, au-delà de cette situation complexe, c'est les États-Unis.
c'est les États-Unis qui en ce moment sont en difficulté. Alors il y a eu évidemment notre ami Maïlis, hein, je crois, y a fait allusion. Il y a eu ce qui était normalement l'événement de l'année, qui était le 9e sommet des Amériques, qui a eu lieu entre le 6 et le 10 juin aux États-Unis, à Los Angeles, qui s'est terminé par un non-événement en termes de résultats. Je ne suis même pas capable de vous dire ce qu'il y a dans le communiqué final, parce qu'à la limite, tout le monde s'est désintéressé de la question. Mais ce qui a été passionnant, c'est évidemment ce qui s'est passé avant. Hein. Puisque à Los Angeles, les États-Unis entendaient aborder les deux questions extrêmement importantes, l'immigration et les politiques de santé. Alors déjà, franchement, annoncer qu'on veut s'occuper des politiques de santé alors que les États-Unis ont délibérément lâché l'Amérique latine au moment de la pandémie, c'est quand même assez gonflé, si je peux m'exprimer comme dans la vraie vie. Hein. Mais bon, peu importe. L'immigration, par le coup, c'était un problème qui concerne tout le monde. Et puis, vous avez un porte-parole du Conseil national de sécurité, donc ce n'est pas n'importe qui, hein, qui participait à l'organisation de l'événement. Hein. Donc, on voit quand même à quel niveau le placent les États-Unis, qui avait déclaré que le sommet était l'événement prioritaire de l'administration Biden pour notre hémisphère. Et puis, évidemment, là-dessus, vous avez le secrétaire d'État adjoint Brian Nichols, qui confirme que les États-Unis excluent Cuba, le Venezuela, le Nicaragua. Alors là, déjà un premier point, c'est qu'évidemment, les États-Unis sont prisonniers de leur politique imbécile. Comment pourraient-ils inviter Nicolas Maduro, président en poste du Venezuela, alors qu'ils ont mis sur sa tête un mandat d'arrêt de 15 millions de dollars pour le faire arrêter? Ça n'a évidemment aucun sens et je ne vois même pas comment Biden aurait pu inviter Nicolas Maduro aux États-Unis. C'était absolument impossible. Et évidemment, l'événement, alors le réel événement de ce sommet, ben, ça a été premièrement la réaction d'Andrés Manuel López Obrador, qui le premier, je veux dire, a sonné la rébellion, hein, en annonçant que si on n'invitait pas tous les pays d'Amérique latine, eh bien, le Mexique n'y participerait pas. Or, le Mexique, c'est quand même la deuxième économie d'Amérique latine. C'est-à-dire que c'est un poids lourd. C'est pas n'importe qui. Et Andrés Manuel López Obrador a comme principal mérite d'avoir relancé la communauté des États latino-américains Caraïbes, hein, qui avait été créée en 2012 et qui avait été déjà quasiment détruite, qui avait été torpillée par les gouvernements de Macri en Argentine, par Bolsonaro au Brésil, par Ivan Duque en Colombie, et puis globalement ce qu'on a appelé le groupe de Lima, qui étaient tous ces pays conservateurs qui étaient ligués contre le Venezuela pour faire oublier que c'est Washington qui dirigeait la manœuvre. Et ensuite, après AMLO, le Mexicain, il y a le Bolivien Luis Arce qui a fait de même, qui a annoncé qu'il n'irait pas au sommet des Amériques. Vous avez la communauté des nations des Caraïbes, le CARICOM, qui est lié beaucoup au Venezuela en particulier, parce que un certain nombre d'entre eux font partie de l'ALBA, l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique. Vous avez Antigua et Barbuda, la Dominique, la Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-les-Grenadines, Sainte-Lucie. Ce n'est pas des grandes puissances, mais ils font partie de la communauté latino-américaine au sens large. Et puis vous avez, et c'est quand même assez fort de voir que la présidente récemment élue, Xiomara Castro, la femme de Zelaya, qui dit non, je n'irai pas, alors que quand même, c'est un petit pays d'Amérique centrale qui est confronté à des difficultés énormes, qui a besoin, qui a la nécessité d'avoir des bonnes relations avec les États-Unis, comme AMLO d'ailleurs, et qui dit non, je n'irai pas au sommet des Amériques. Et donc, ce sommet se termine par une catastrophe, d'autant que, et ça c'est aussi un point à prendre en compte, parce que là, ce que je vous raconte, à la limite, ce n'est pas surprenant, mais que vous avez compris la droite qui se révolte contre les États-Unis. Vous avez en particulier Jair Bolsonaro, dans un premier temps, parce que lui, il est fâché, parce qu'évidemment, il a soutenu la réélection de Trump. Donc, avec Biden, ce n'est pas une histoire d'amour. Donc, il a commencé par annoncer qu'il n'irait pas. Et donc, pour que quand même le Brésil, cette puissance continentale, vienne au sommet des Amériques, il a fallu que Biden lui offre une rencontre bilatérale. Là, du coup, comme ça remontait, ça redorait un petit peu son blason, Bolsonaro y est allé, mais on le sait pour avoir vu, c'est qu'au moment de cette rencontre entre Bolsonaro et Biden, il n'y a pas eu de poignée de main, il n'y a pas eu de diffusion, il n'y a pas eu d'abrazos, il n'y a rien du tout. Puis alors, vous avez deux petits pays d'Amérique centrale, là encore des pays qui sont très dépendants des États-Unis, ne serait-ce que sur les problèmes d'immigration, qui sont le Salvadorien Nayib Bukele et puis le Guatémaltèque Alejandro Guamatei, qui eux également refusent d'aller au sommet des Amériques parce que, alors là pour le coup, pour des raisons peut-être moins légitimes ou moins
qu'on peut difficilement soutenir parfois, mais en tout cas, on aura le bal d'avoir les États-Unis, l'intrusion permanente des États-Unis dans leur politique intérieure. Et en particulier au Guatemala, c'est parce que les États-Unis critiquaient la réélection de la procureure générale du Guatemala qui ne leur plaisait pas. Bon. Et donc là, on voit une espèce d'alliance assez étonnante entre les gouvernements de gauche, les gouvernements de droite. Et finalement, il a quand même fallu une discussion entre, en particulier, l'Argentine et le Venezuela pour que le président Alberto Fernandez se rende à ce sommet des Amériques, mais en tant que représentant de la communauté des États latino-américains qui arrivent, en tant que représentant de la CELAC. Et Alberto Fernandez, dont on pourrait difficilement prétendre qu'il est un radical, je veux dire, a eu un discours assez fort, critiquant très fortement les États-Unis, la politique des États-Unis vis-à-vis de l'Amérique latine, critiquant l'organisation des États américains, qui est le ministère des colonies des États-Unis. Alberto Fernandez a dénoncé d'abord le rôle honteux de l'OEA lors du coup d'État contre Evo Morales en Bolivie. Il a accusé l'OEA d'imposer des sanctions, je veux dire, aux 3 pays qu'on connaît, qui sont Cuba, le Venezuela, le Nicaragua, d'avoir lâché l'Amérique latine pendant la pandémie du Covid-19, et de la même manière, je veux dire, le bras de fer, parce qu'il y a eu un bras de fer, a montré que les États-Unis sont de plus en plus isolés sur le continent. Après, il y a eu un aspect un petit peu amusant, un petit peu marrant quand on suit ça de très près, puis qu'on se sent un peu impliqué. C'est que Nicolás Maduro, le président vénézuélien qui n'était pas invité au sommet des Amériques, il a envoyé un bras d'honneur aux États-Unis en organisant son propre voyage. Et il est allé faire un voyage international, une tournée internationale en Turquie, en Algérie, en Iran, au Koweït, au Qatar, en Azerbaïdjan, des pays qui sont producteurs de pétrole, à l'exception de la Turquie, où il a passé des accords économiques, des accords politiques. Et d'une certaine manière, on le voit, si on observe le panorama actuel, ça continue. Ça continue. Alors, il y a eu ce qui a retenu l'attention ces derniers temps de nos médias, c'est le sommet de l'OTAN, qui a eu lieu à Madrid les 29 et 30 juin. Entre parenthèses, je note avec une certaine tristesse qu'il y a eu des manifestations contre l'OTAN à Madrid, et que si on regarde bien et si on cherche bien, même avec une loupe en France, l'OTAN, ça a complètement disparu du panorama politique, y compris à gauche, qui est quand même très préoccupant. Mais bref, on avait un sommet de l'OTAN qui était prévu donc pour le 29 et le 30 juin. L'OTAN, bon, je le dis très vite, on n'est pas ici pour traiter du conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais que ce n'est pas une alliance défensive, mais que c'est une alliance très très agressive, et dont les conclusions, pour aller très très vite, ça a été l'ennemi d'aujourd'hui c'est la Russie et l'ennemi de demain c'est la Chine. Et qui donc n'est pas du tout dans la vision de relations internationales pacifiées. Mais juste une semaine auparavant, il y avait la réunion des BRICS. Les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui s'est réunie à Pékin les 23-24 juin. Alors les BRICS, je le signale encore très vite, parce qu'on est dans un contexte de guerre en ce moment, on peut pas l'évacuer. Le club des BRICS a refusé de se joindre aux mesures coercitives unilatérales imposées à la Russie par les États-Unis et leurs alliés. Vous avez des pays comme la Chine, comme l'Inde, l'Afrique du Sud, qui sont abstenus sur la résolution de l'ONU qui condamne Moscou. Le seul qui ne l'a pas fait, c'est Bolsonaro, mais il est resté neutre. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que vous avez l'Argentine qui demande à adhérer aux BRICS. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ces pays d'Amérique latine, qui ne sont pas des pays radicaux, je veux dire, se moquent de l'opinion des États-Unis et n'hésitent pas à dire, en pleine période extrêmement conflictuelle, nous, on veut rejoindre le camp des pays qui ne sont pas alignés sur Washington. Et c'est pour ça que je cite l'Argentine, parce qu'on n'est pas là avec les radicaux. Et cette demande de l'Argentine de rejoindre les BRICS, évidemment, l'idée, c'est de chercher un soutien pour sortir du chantage du Fonds monétaire international, le FMI. Donc là encore, pour Alberto Fernandez, c'est une équipe difficile à trouver entre les États-Unis, parce qu'il n'est pas agressif vis-à-vis des États-Unis, mais en même temps, la manière de se distancier. Et Fernandez, il a déclaré que pour l'Argentine, les BRICS représentent une excellente alternative de coopération à un ordre mondial qui ne fonctionne qu'au profit de quelques-uns. Je veux dire, le message, il est très très clair. Il faut évidemment rappeler, je crois que je l'ai déjà fait, c'est que l'Argentine actuellement a la présidence de la CELAC. Il est venu, Fernandez, en Europe. Il a été invité par le G7.
Et là encore, il a tenu à propos le même discours, puisqu'en rencontrant le président français Emmanuel Macron, il a déclaré « Le monde d'aujourd'hui a besoin de plus de protéines et de nourriture et pas de missiles ». Là encore, et ça c'est le message de l'Amérique latine. Sur le conflit Russie, j'allais presque dire Russie-OTAN, beaucoup plus que Russie-Ukraine, les populations ukrainiennes sont les victimes de cet affrontement. L'Amérique latine a pris des distances aussi bien avec les États-Unis qu'avec l'Union européenne. Et là encore, c'est un signe, c'est un symbole. Il y a eu un forum qui a été organisé par Poutine à Saint-Pétersbourg, le forum de Saint-Pétersbourg. On a vu là-bas, alors ça, c'est pas trop surprenant, la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez, mais on a vu aussi le vice-premier ministre cubain, mais on a vu des délégations donc à Saint-Pétersbourg avec Poutine de l'Uruguay, du Mexique, de la Colombie et du Belize. C'est-à-dire que là encore, l'alignement de l'Amérique latine sur ce qu'on appelle les pays occidentaux, qui sont les pays dominants, qui sont quasiment des pays impérialistes, n'est plus du tout assuré. En arrière-plan, il y a évidemment, peut-être il y aura sans doute des questions, on n'a évidemment pas le temps de traiter de tous, il y a la Chine. Il y a la Chine. Lors de le dernier plan d'action qui a été adopté à la mi-décembre 2021 par la CELAC pour la coopération avec la Chine, prévoit de renforcer les investissements et les projets communs, écoutez bien, en matière de sécurité. En matière de sécurité défense et dans le domaine spatial, sans oublier des échanges sur les questions sanitaires liées à la pandémie. Mais ça, pour le coup, le rapprochement, une des raisons du rapprochement, c'est aussi que pendant la pandémie, s'il y a deux pays qui sont venus au secours de l'Amérique latine, c'est la Russie et c'est la Chine. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces régimes ou ces présidents. Alors, je termine sur 2 points. Le premier, c'est que Lula, dont on peut présumer qu'il sera réélu, on va être prudent quand même, mais bon, il y a de fortes chances. Il a été écarté pendant quasiment 600 jours sur la base d'un emprisonnement qui a été basé sur des accusations fabriquées. Il a annoncé que s'il est élu en octobre 2022, il envisage de créer une monnaie commune sud-américaine baptisée SUR, pour réduire le rôle du dollar dans le commerce régional. Et là, il reprend avec je ne sais plus combien d'années de décalage, mais une idée de Hugo Chavez, qui voulait créer le souk, destiné à renforcer la souveraineté, le commerce et la coopération latino-américaine face au dollar. Et là, d'une certaine manière, on se rend bien compte qu'on n'est plus dans la période précédente, mais qu'on n'est pas non plus on n'en est pas si loin par certains aspects. Et puis je finis quand même 2 mots sur le Venezuela. Alors je ne suis pas là pour dénoncer, je suis journaliste, on est des observateurs, mais enfin quand même, quand on voit le secrétaire d'État Anthony Blinken récemment réitérer sa reconnaissance en tant que président par intérim du Venezuela à ce malheureux Juan Guaidó, la marionnette qu'ils ont créée, alors qu'ils ont entamé des pourparlers avec le président légitime Nicolas Maduro, il y a de quoi rigoler. Mais là où il y a de quoi plus non seulement rigoler, mais s'affliger. Parce que sans être nationaliste, on aime bien la France quand même. Quand on voit le président Macron, lors du G7, après avoir rencontré le président Joe Biden, annoncer qu'il faudrait que le Venezuela puisse à nouveau vendre son pétrole, on s'en rend compte à quel point nous sommes devenus une colonie des États-Unis. Non seulement la France, mais l'Union européenne. Bon, voilà, très très vite, les 2-3 choses que je voulais vous dire, puisque Romain Mugus m'a cantonné à 15 minutes. Merci Maurice, et puis surtout merci d'avoir fini en disant que je te cantonne à 15 minutes et non pas que je te censure, même si je pense que tu n'en pensais pas moins. Eh bien écoutez, merci à tous les intervenants. Alors partez pas parce qu'il y a plein de questions, même s'il y a eu quelques questions notamment sur ACMIN et sur les BRICS, donc sur le Brésil et sur la demande de l'Argentine de rejoindre les BRICS, qui ont été répondues par Maurice d'ailleurs. Donc, mais quand même, il y a encore beaucoup de questions, des questions très intéressantes. On va regarder ça, des questions qui s'adressent à tous nos intervenants. Mais juste avant, alors, écoutez, on va trinquer. Alors, comme j'avais dit, là, je pense que l'année prochaine, écoutez-moi bien, je pense que l'année prochaine,
Je pense que nous ferons ça dans une salle, voilà, pour pouvoir nous rencontrer, pour pouvoir trinquer, pour pouvoir avoir un peu plus d'humanité. Notez ça, on verra si je tiens parole l'année prochaine. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'année dernière, j'avais trinqué avec du champagne. Aujourd'hui, je me trouve au Pérou, donc je trinquerai avec du pisco. Et je vais vous dire ce qu'il en retourne. Alors, je ne vais pas boire toute la bouteille. Si vous prenez un avion Paris-Lima, je vous en garde un peu pour lundi maximum. Et puis, j'ai ici même un petit gâteau, voilà, d'anniversaire. Donc, les deux rives ont 2 ans. Merci à vous d'être ici. Évidemment, ne partez pas, il va y avoir les questions par la suite. Mais voilà, nous soufflons les bougies. 2 ans, y los que faltan, 2 años y los que faltan, 2 ans et celles qui manquent. Nous espérons être là, évidemment, l'année prochaine pour une 3e année. Merci à vous et joyeux anniversaire aux deux rives.